Je fais partie des professionnels qui recommandent de ne jamais forcer un enfant à manger. Il faut bien comprendre qu'un enfant qui ne mange pas un aliment, et ce n'est pas pour embêter la famille. Pendant très très longtemps, j'ai évité de manger mon plat préféré. Ça a duré plusieurs années. Manger signifie plus que simplement ingérer des calories. Cuisiner, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, c'est sûr. Par exemple, la patience ou la confiance en moi aussi. Notre alimentation durant l'enfance a des conséquences sur nos comportements alimentaires à l'âge adulte. Je m'appelle Greta, j'ai 11 ans et mes loisirs, c'est la pâtisserie, la danse et faire du théâtre. J'ai des frères et sœurs, j'ai même 6 frères et sœurs. Certains jours, on a le droit de choisir ce qu'on va manger. Et ces jours-là, ça donne ça. Pizza! Des spaghettis. Parfois, on se dispute pour choisir ce qu'on va manger. Les petits pois et les épinards, c'est Burke. Non, les petits pois et les épinards, c'est bon. Non, et dans ces cas-là, c'est maman qui décide. Mon plat préféré, c'est la soupe de tomates de ma grand-mère. Mon plat préféré, c'est le durum. Une mauvaise alimentation est le premier facteur de risque des maladies chroniques, des maladies cardiovasculaires, du diabète et des affections liées à l'obésité et au surpoids et aussi des cancers. Donc, je suis Julie Carillon, je suis docteure en nutrition santé et mon repas préféré, je dirais que c'est le petit déjeuner parce que j'aime bien préparer des gâteaux sains et nourrissants pour le matin. Des études montrent que l'apprentissage du goût commence dès la période prénatale. Et le principal levier de l'apprentissage, c'est l'expérience. Les enfants apprennent en essayant, en expérimentant encore et encore. Je m'appelle So-Young Park et j'adore la cuisine coréenne. Aujourd'hui, il y a des boulettes de viande hachée avec des haricots et des carottes, des pommes de terre et des champignons. Et quoi d'autre? De la viande et du gras. Tout le monde n'aime pas les mêmes choses. Et donc les enfants ont besoin d'être un peu motivés. On ne peut pas toujours cuisiner de tout. Alors on leur dit que s'ils mangent ce qu'il y a, après ils auront un yaourt, de la salade de fruits ou autre chose qu'ils aiment bien, histoire d'équilibrer. Et en fait, c'est pendant les premières années de vie qu'on apprend à manger. Donc si on apprend à manger sainement dès le début, on a des chances de pouvoir manger sainement pour toute la vie. Les besoins nutritionnels des enfants sont légèrement différents en fonction de l'âge. Globalement, en moyenne, on retient que l'enfant a besoin de 6 à 15% de protéines dans son alimentation, de 45 à 50% de lipides et de 40 à 50% de glucides. Il a bien sûr aussi besoin de fibres, de vitamines et de minéraux, et notamment le fer, qui est le premier risque de carence chez les tout petits. Par exemple, dans les céréales, les fruits et les légumes, on va trouver principalement des glucides, des vitamines, des minéraux et des fibres. Dans les protéines, donc viande, poisson, œufs, légumineuses et les produits laitiers, on va trouver donc des protéines, des minéraux aussi, notamment le fer et le calcium. Dans les huiles végétales et dans les oléagineux, donc par exemple amandes, noisettes, cacahuètes, pistaches, noix de cajou, on va venir trouver des lipides et notamment les acides gras essentiels que le corps ne peut pas synthétiser seul. L'alimentation durant l'enfance a des conséquences importantes, car c'est l'âge où nous prenons des habitudes qui vont nous accompagner tout au long de notre vie. De très nombreuses études montrent que certains aliments, comme les noix, peuvent avoir un impact sur nos fonctions cérébrales. Mais ça ne fonctionne pas comme un médicament qu'on prend pour aller mieux d'un coup. C'est quelque chose qui se fait sur le long terme.
Les aliments que je consomme tous les jours modifient mon système digestif, mais aussi mon corps et la manière dont il est alimenté. Quand on a des habitudes alimentaires pendant des décennies, ça induit forcément des changements structurels. C'est comment le goût des choses saines? C'est dégoûtant. Non. Et les petits pois, Johan? Burk. Tu n'aimes pas les petits pois? Non. Les brocolis? Non. Les épinards? Non. Maman! En garde! Avec les enfants, l'un des problèmes est que les parents ont rapidement tendance à les nourrir de manière trop peu variée, notamment parce qu'à partir d'un certain âge, les enfants ont une phase de néophobie. C'est la peur des aliments inconnus. Et donc, les parents vont régulièrement cuisiner ce que les enfants aiment, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de variétés. Or, il faut une alimentation aussi variée que possible, parce que le corps et le cerveau ont besoin de multiples nutriments et qu'on ne peut les obtenir qu'en consommant une grande variété d'aliments différents. Mais que faire si l'enfant ne mange pas? La recherche montre qu'il faut persévérer, proposer encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne une habitude. C'est vrai que quand on propose une assiette de brocoli à un enfant, s'il n'est pas très fan du brocoli, ça va être très difficile pour lui de le manger. Si on vient présenter l'aliment sous d'autres formes, par exemple mettre quelques morceaux de brocoli sur une pizza ou sous forme de tartinade, ça peut vraiment aider l'enfant à se lancer et à goûter l'aliment. Les plus jeunes voient ce que mangent leurs frères et sœurs et ça les influence beaucoup. Et donc, là où on fait attention, c'est quand l'un des grands dit « Burk, ça a l'air dégoûtant !» On essaie d'évacuer ce genre de préjugés le plus vite possible, pour éviter que ça se fixe dans le cerveau des plus petits et pour qu'ils acceptent de goûter le plat en question. Quand on a plusieurs saladiers ou plusieurs casseroles sur la table, ça donne aux enfants l'occasion de goûter des choses différentes à petite dose, jusqu'à ce que ça finisse par leur plaire. Et si ensuite ils n'aiment pas, ce n'est pas grave. Chacun ses goûts et il est important que les enfants développent les leurs. Pour moi, c'est une erreur de dire « il faut absolument que tu manges ça ». Chez nous, personne n'est obligé de finir son assiette. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose de mettre en place des interdits absolus. Quand de manière générale, la famille s'alimente de façon saine, on peut se permettre une pizza de temps en temps. Je m'appelle Beate Herpertz-Dallmann et mes plats préférés, ce sont les épinards, les pommes de terre et les œufs au plat. Manger des frites ou des chips tous les jours, ce n'est évidemment pas une bonne idée. Mais il ne faut pas non plus obliger les enfants à ne manger que des aliments sains. En général, on n'a pas beaucoup de sucreries à la maison. On en a un peu, mais elles sont cachées dans des endroits secrets, pour pas que les autres les trouvent. On sait aujourd'hui que quand on mange du sucre, on active le circuit de la récompense, exactement comme les drogues. C'est-à-dire qu'on va venir en fait avoir une sensation de plaisir qui est due à la libération de dopamine dans notre cerveau. Et c'est ça qui va en fait induire le fait de recommencer. Parce que comme quand on mange du sucre, on a une sensation de plaisir, on a envie de recommencer. Drogue ou pas, ce que l'on sait, c'est que plus on mange de sucre, plus on a envie d'en manger en général. Quand je range mon verre à sucrerie et que j'ai de nouveau envie d'en manger, il faut que je retourne chercher le verre. Bon appétit. Bon appétit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de publicité sur la malbouffe. C'est un réel problème parce que ça incite les jeunes à venir consommer cette nourriture-là. Il faut savoir que les industriels ont trouvé le parfait accord entre sucre, gras et sel pour que ce soit irrésistible pour nous. Ils travaillent le goût et la texture des aliments pour qu'on ait du mal à les limiter, justement. Donc, c'est hyper important de comprendre ça. Dans certains produits industriels, on a même des ajouts d'ingrédients qui vont venir diminuer la vitesse de satiété, c'est-à-dire la vitesse à laquelle notre cerveau comprend qu'on n'a plus faim. Ils ajustent aussi la texture des aliments pour que ce soit facilement mâchable. Alors, quand je fais de la pâtisserie et que la recette indique par exemple 250 grammes de sucre, j'en mets que 150 parce que je trouve que ça fait un peu beaucoup.
Je me dis que c'est pas forcément la peine d'en mettre autant, et donc j'en mets que la moitié. Et au niveau du goût, je trouve que ça suffit largement. Surtout si on utilise du sucre vanillé. Ce qui est vraiment problématique dans les sucreries industrielles, c'est qu'elles n'apportent que du sucre. Donc ça va faire vraiment monter la glycémie et ça, c'est pas génial pour la santé. À l'inverse, quand on cuisine maison, si on fait un gâteau par exemple avec de la farine complète, un peu de fruits, un laitage à l'intérieur, on va avoir un peu de sucre, mais aussi des lipides, des protéines et aussi des fibres. Donc plus on va cuisiner maison, plus on va pouvoir prendre soin de son corps. J'ai suivi une cure d'amaigrissement dans un centre de réadaptation pour les gens qui souffrent d'obésité. En fait, j'ai un défaut génétique rare qui fait que j'élimine les graisses plus lentement que les gens normaux, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas ce défaut. Je ne suis pas comme les gens normaux, je suis un peu différente. Mais ça ne veut pas dire qu'on est plus mauvais que les autres. On est juste un peu différents. Et puis, il y a un autre problème. Quand je vais m'acheter des habits, je n'arrive pas toujours à enfiler tout ce qui me plaît. Il faut que je trouve la bonne taille. Et ce n'est pas toujours facile. Ce qui me motive pour maigrir, c'est de pouvoir porter ce que je veux. Et j'espère aussi que ça fera du bien à mon corps. L'estime de soi se développe en grande partie grâce à l'apparence, et non grâce à l'intelligence ou au discernement. L'estime que nous portent les autres vient du fait qu'on est beau, qu'on présente bien, qu'on a l'air sportif. Et c'est ce que tous les jeunes veulent être. La jeunesse est l'âge où on essaie de construire sa propre identité et d'acquérir de l'estime de soi. C'est un âge très compliqué. Et donc le fait d'avoir une relation normale avec la nourriture est vraiment une chance. Dans les cas d'obésité, par exemple, l'un des problèmes est que les enfants et les adolescents ont plus faim que les autres. Il faut donc essayer de leur apprendre qu'on ne résout pas ces problèmes en mangeant. Je m'appelle Charline, j'ai 16 ans et je vis à Trèves avec ma mère. Mon plat préféré, c'est les crêpes avec de la compote de pommes. Pendant très longtemps, j'ai évité de manger mon plat préféré. Ça a duré plusieurs années. C'était une période où mon trouble alimentaire était très présent. Je suis anorexique. L'anorexie mentale est un trouble relativement connu, induit par une vision perturbée de sa propre apparence. En d'autres termes, les patients concernés se trouvent trop gros. Mon trouble alimentaire est apparu il y a environ 5 ans. J'avais 11 ou 12 ans. Il est arrivé de façon très insidieuse et petit à petit, il a fini par devenir très grave. Ce qui nous a particulièrement alertés, c'est le nombre d'enfants concernés par l'anorexie. Avant la pandémie de Covid-19, ce nombre était nettement moins élevé. À la suite de la pandémie, les cas d'enfants hospitalisés pour anorexie ont augmenté d'environ 40%. C'est énorme. Et ce qui est très préoccupant, c'est que les chiffres relevés pour 2023 ne diminuent pas. Au début, j'ai commencé à me sentir mal dans mon corps. Et je voyais aussi que j'avais beaucoup d'amis qui avaient l'air différents de moi, pour ainsi dire. Je me sentais de plus en plus mal et je me disais qu'il fallait absolument que ça change. En fait, je me disais tout le temps, tu es trop grosse, il faut que tu maigrisses. Comme ça, les gens t'apprécieront davantage et tu auras plus d'amis. Alors je me suis mise à manger de moins en moins et à sauter des repas. Mon trouble alimentaire influait énormément sur mon quotidien. Je n'avais plus du tout d'énergie. Je voyais très peu mes amis, tout simplement parce que j'avais peur, si je sortais avec eux, que le problème de la nourriture finisse par se poser, qu'il faudrait que je trouve des excuses pour ne pas manger, et qu'ils finiraient par s'en rendre compte. À la maison,
Je pensais à la nourriture presque 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Sur Instagram, je suivais des hashtags comme What I eat in a day, ce que je mange en une journée. Là, les gens mangent vraiment très peu et je me comparais à eux. À l'adolescence, les idéaux de beauté jouent un rôle majeur, ce qui signifie que les influenceurs, eux aussi, ont une importance majeure. Durant la période du Covid-19, il y avait quelques influenceurs que beaucoup de jeunes suivaient. Et certains de ces influenceurs ont adopté des règles alimentaires extrêmement sévères. Or, peu de jeunes filles sont capables d'avoir du recul par rapport à ça. À tel point que dans notre service des troubles alimentaires, nous proposons des ateliers de groupe sur la manière d'utiliser les réseaux sociaux. Charline et moi, on déjeunait toujours ensemble. Et puis un jour, je suis allée la chercher à l'école et elle m'a demandé de ne plus rien lui préparer pour le midi. Et donc les midis, je mangeais seule. Charline me disait qu'elle avait déjà mangé à l'école, ce qui n'était pas vrai. Je n'avais pas réalisé ce qui se passait. C'est une amie qui m'en a parlé après m'avoir croisée avec ma fille. Ça a été un choc. Je m'attendais absolument pas à ça, parce que c'est quand même une maladie potentiellement mortelle. C'était vraiment très grave. Et je dois dire que pour moi aussi, ça a été un... Excusez-moi. Ces dernières années, il y a eu de nombreuses réflexions sur les causes possibles des troubles alimentaires. Et il y a eu des avancées assez importantes. On a par exemple découvert que la génétique joue un très grand rôle dans le développement de l'anorexie, aussi grand que pour l'obésité. C'est une découverte très importante, car elle déculpabilise les parents. L'anorexie n'est causée ni par l'indifférence de la mère, ni par l'autorité excessive du père. Elle est en grande partie d'origine génétique. Or, parfois, des influences extérieures viennent s'ajouter à cette prédisposition génétique, comme un idéal de minceur très fort, par exemple. Et dans ce cas, des comportements apparaissent qui, associés à la prédisposition, vont déclencher la maladie. Ensuite, les choses sont allées très vite. J'en ai immédiatement parlé avec notre médecin, puis j'ai discuté avec Charline, en évoquant la possibilité d'une hospitalisation. Elle a réagi de façon très positive. Elle m'a dit qu'elle avait effectivement besoin d'aide et que l'hôpital était une bonne idée. Ça a été très rapide. À la clinique, j'avais beaucoup d'amis et je m'entendais aussi très bien avec le personnel soignant et avec ma thérapeute. Tout ça m'a beaucoup aidé à comprendre que je n'avais pas besoin de maigrir pour me faire apprécier, que je n'avais pas besoin de la reconnaissance des autres et qu'il y a des gens qui m'aiment comme je suis. Ce qui m'a le plus aidé, c'est l'envie de rentrer à la maison, de retrouver ma vie normale, de revoir mes amis, ce genre de choses. Les autres patients de l'hôpital m'ont aussi beaucoup aidé. On se motivait mutuellement. Les traitements à domicile sont très importants. Les anorexiques ont souvent beaucoup de mal à transposer chez eux ce qu'ils ont appris à l'hôpital, parce qu'à la maison, ils retrouvent les déclencheurs d'avant. Nous avons constaté par exemple que certaines familles utilisent de la vaisselle pour enfants pour ne pas servir de trop grandes quantités, ou elles mettent des couverts plus petits ou ce genre de choses. Les vieilles routines réapparaissent et elles risquent de faire retomber l'enfant dans ses vieilles habitudes. C'est pour ça qu'il est important de mettre en œuvre ces nouvelles habitudes là où on va prendre ses repas sur le long terme. Je dis souvent à mes patients, ça ne sert à rien de savoir se nourrir à l'hôpital, il faut savoir se nourrir chez soi.
Aujourd'hui, je revois mes copines et je peux à nouveau aller manger avec elles. J'ai retrouvé le plaisir d'aller en ville, de m'acheter des fringues et d'essayer de nouvelles choses. Ça me procure beaucoup plus de plaisir qu'auparavant. Le plus gros changement depuis l'hôpital, c'est qu'aujourd'hui, j'ai la volonté d'être en bonne santé. Parce que la vie, ça peut être beaucoup plus beau que le simple fait de survivre. Il y a une chose que j'aimerais ajouter. Le côté positif du traitement des troubles alimentaires, c'est que de nos jours, les jeunes ont vraiment de grandes chances de s'en sortir. Ce qu'on lit dans certaines revues, à savoir que l'anorexie ne se guérit pas, est faux. 80% des personnes concernées guérissent totalement. Quand je prépare quelque chose, quand je cuisine, je me sens très bien parce que je peux penser à autre chose et être concentrée que sur une chose, sur le plat que je suis en train de faire. Je m'appelle Karina et j'ai 15 ans. J'habite à Varsovie et je parle français parce que mon papa est français. L'alimentation participe de fait à la construction de notre identité. Je m'appelle Jana Röckertjön et j'enseigne à l'université de Fulda dans le domaine de l'écotrophologie. Avoir une identité propre suppose qu'on se définisse soi-même. Qui suis-je? Et l'alimentation est une façon importante de le faire. On se définit par ce qu'on mange, la manière dont on mange et avec qui on mange. Mais aussi, plus que jamais, par ce qu'on ne mange pas. Quand j'avais 8 ans, j'ai commencé à manger moins de viande. Et je crois que j'avais 10 ans que j'ai décidé d'être totalement végétarienne. Je crois que je suis devenue végétarienne, surtout parce que dans ma tête, j'avais tout le temps la conscience que c'était des animaux avant. Et donc ça me faisait penser beaucoup. Pour moi, c'est logique qu'on ne mange pas les animaux. Aujourd'hui, on a beaucoup d'adultes qui sont intolérants au lactose et au gluten, par exemple. C'est principalement dû au fait qu'on consomme trop de produits laitiers et trop de céréales qui contiennent du gluten. Donc venir limiter ces aliments-là, c'est plutôt logique et sain. C'est pareil pour la viande. Aujourd'hui, on sait qu'un excès de viande, et notamment de viande rouge, peut causer des problématiques de santé. Donc ça fait longtemps que les autorités de santé conseillent de limiter les apports de viande et d'augmenter à l'inverse les légumineuses et les fruits secs. Donc avoir un régime principalement végétal est plutôt quelque chose de sain. Il est très important d'éduquer les enfants à l'alimentation, de leur apprendre non seulement comment on mange, mais aussi comment on prépare ces repas, à quoi ressemblent les ingrédients et d'où ils viennent. Il faut qu'ils apprennent à préparer eux-mêmes leurs repas. Mais il faut aussi qu'ils comprennent les relations de cause à effet. Quels aliments ont quel impact sur ma santé? Comment tout cela est-il lié? Et quand le corps n'a jamais appris ça, c'est très difficile à rattraper à l'âge adulte. Aujourd'hui, il y a des amis qui vont nous rendre visite. Donc, nous préparons les plats ensemble. Cuisiner, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, c'est sûr. Par exemple, la patience ou la confiance en moi aussi. Et surtout, de me concentrer sur une chose, ce qui est important. Et aussi un peu de penser à autre chose que la vie en dehors. Ça veut juste être dans un monde, dans la cuisine, et c'est tout. Les anciennes générations, les parents, les grands-parents, ont beaucoup de choses à apprendre des enfants. Les apprentissages ne sont pas à sens unique. Les parents apprennent aux enfants ce qu'ils doivent manger. Inversement, les enfants ont la capacité de perturber l'organisation familiale en revendiquant leur façon à eux de s'alimenter. Par exemple, quand ils disent « Voilà, maintenant je suis végane ou végétarien et j'aimerais que les week-ends, on cuisine différemment. » Oui, j'essaye de faire attention à la planète dans ma nourriture, par exemple en regardant d'où viennent les produits
Et pour moi, c'est important pour qu'ils soient à peu près locaux, pour que le transport soit le plus petit possible. Et c'est aussi important pour que ce soit des produits écologiques qui sont aussi mieux pour la planète, parce qu'ils n'infectent pas la planète, mais aussi ils sont mieux pour notre santé. Donc c'est bien pour tous. L'alimentation a beaucoup d'autres fonctions que le simple apport de calories. Un repas est aussi un symbole de sécurité et d'hospitalité. Le principe essentiel que les parents devraient essayer de transmettre à leurs enfants, c'est que manger est important, mais que ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Je crois que ce qui définit un comportement alimentaire sain, c'est l'idée que manger est un acte positif, dans lequel les restrictions, les privations et la rationalisation n'ont pas à intervenir. Je viens d'avoir un petit moment de fou rire.